Au début des années 2000, pour la première fois de l'histoire, l'empire du divertissement sportif existait sans la présence de concurrence extérieure, perçue ou légitime. Au même moment, l'acquisition de la WCW, ajoutée au développement des talents de la WWE, offrait à la fédération un roster rempli de superstars de qualité. De plus, l'avènement de SmackDown a permis de développer davantage de storylines. Avoir un tas de superstars talentueuses, un show à succès en prime time à la télévision et ne pas avoir de concurrence n'était pas le pire des problèmes pour la WWE. Mais ce n'était pas la situation idéale. Pour aider à combattre ces problèmes, la WWE a développé un concept qui changera le paysage du divertissement sportif sous une forme jamais vue auparavant. Appelé la Brand Extension, le concept était tout simplement de séparer Raw et SmackDown en deux rosters différents. Tout cela a commencé en mars 2002. Le 25 mars 2002, c'est Vince McMahon et Ric Flair qui ont choisi les superstars pour chacun des rosters. Les 10 premiers tours ont eu lieu à Raw lors de la draft, tandis que les 20 suivants ont été dévoilés sur www.com. Avant ce concept, les superstars de la WWE apparaissaient régulièrement dans chacun des shows à Raw et SmackDown. La Brand Extension a effacé cette manière de faire. À la place, chaque superstar était associée à un show, soit Raw, soit SmackDown, ce qui signifie qu'une superstar n'a le droit d'apparaître que dans le show où elle a été draftée. The Rock a été la première superstar choisie par SmackDown, ce qui signifiait qu'il n'avait plus le droit d'apparaître à Raw. Il en va de même pour l'Undertaker qui a été le premier choix de Raw qui ne pouvait donc plus se présenter à SmackDown. Comme cela avait été anticipé, séparer les deux rosters a créé une compétition naturelle et légitime entre les deux rosters Raw et SmackDown. Du côté des vestiaires, les superstars de la WWE demandaient régulièrement les chiffres de spectateurs présents dans l'arène pour chaque tournée, en espérant à chaque fois que leur roster fasse de meilleurs chiffres que le roster concurrent. A l'époque, beaucoup trouvaient que SmackDown était au niveau supérieur pour cette compétition. Les superstars de SmackDown étaient vraiment unis et voués à produire des shows de qualité. Pour eux, les superstars de Raw étaient les superstars de seconde classe. Les superstars de SmackDown demandaient aussi beaucoup de loyauté de la part de toutes les personnes associées à leur roster. Par exemple, les leaders dans les vestiaires tels que JBL et l'Undertaker ne voulaient plus voir un membre du staff de SmackDown avec un t-shirt rouge, couleur associée à leur roster. La WWE a réalisé 9 drafts entre 2002 et 2011 pour mélanger ses rosters. Cela a créé de grands moments. Le mélange pouvait aller des champions du monde jusqu'aux commentateurs. La compétition te pousse toujours au meilleur de toi-même et je pense que c'était le cas avec cette compétition entre Raw et SmackDown. Je me considère encore aujourd'hui comme un mec de SmackDown. Raw avait une meilleure exposition à la télévision, mais j'ai toujours considéré SmackDown comme un meilleur show. En plus de créer légitimement de la compétition à la WWE, la Brand Extension a aussi accompli l'objectif de ralentir la progression des storylines. Avant la séparation des rosters, la rivalité Triple H contre Chris Jericho par exemple s'est étalée sur Raw et SmackDown pendant 6 semaines. En limitant les storylines à seulement un show, la durée d'une rivalité comme celle-ci peut maintenant atteindre les 12 semaines. Encore plus important que la durée des storylines, la Brand Extension a aussi permis à de nombreuses superstars d'avoir du temps d'antenne pour montrer ce dont elles étaient capables. La Brand Extension a fait de moi un multimillionnaire. Cela a permis à des tas de gens de sortir de l'ombre et de devenir des stars. Je ne serais jamais devenu champion du monde sans cette Brand Extension. Avant cette Brand Extension, il existait une seule figure d'autorité à la WWE qui prenait les décisions pour Raw et SmackDown. Cette personne, c'était Vince McMahon. Mais avec chaque roster évoluant dans son propre écosystème, en compétition avec le roster opposé, cela n'avait plus aucun sens d'avoir un seul boss pour les deux shows. La WWE a donc profité du concept de la Brand Extension pour créer une nouvelle figure d'autorité au sein du divertissement sportif. Elle a appelé cela le General Manager. C'est en juillet 2002 que Stephanie McMahon est nommée comme la première General Manager de SmackDown. En vue de sa place dans la hiérarchie, cela prenait tout son sens. Pour ce qui est de l'annonce du General Manager de Raw, cela reste décrit comme l'un des moments les plus choquants de l'histoire de la WWE. Au lieu de choisir un autre employé interne à l'entreprise, Vince McMahon a nommé Eric Bischoff en tant que General Manager de Raw.
Les téléspectateurs étaient aussi choqués que les superstars présents en backstage ce jour-là. Pour garder l'arrivée de Eric Bischoff secrète, il a été accueilli dans un hôtel différent de celui des superstars et a été conduit à l'arène dans une limousine qui est restée au parking souterrain. Eric Bischoff n'est pas sorti de cette limousine jusqu'au moment où il est apparu en direct à la télévision. Si les rôles étaient inversés et que c'était la WCW qui avait mis la WWE hors compétition, pour rien au monde Eric Bischoff aurait laissé Vince McMahon jouer un personnage dans son show à la télévision. Je me souviens des réactions des superstars quand elles ont vu Eric Bischoff descendre la rampe en direct. Ils ne s'y attendaient vraiment pas, beaucoup étaient vraiment choqués, je dois avouer que je l'étais un peu aussi. Je savais qu'il allait venir, mais le voir en vrai, c'était remarquable. Voir mon père, Vince McMahon, serrer Eric Bischoff dans ses bras, pour moi c'était surréaliste. Avec 1239 jours, Eric Bischoff a le record du plus long general manager de Raw. Avec le concept de la brand extension qui interdisait aux superstars d'apparaître dans les deux shows, il y avait une exception, le champion undisputed de la WWE. Il était libre d'apparaître et de défendre son titre dans tous les programmes de la WWE. Dans le mois qui a suivi la séparation des rosters, Triple H, Hulk Hogan, l'Undertaker et The Rock ont tous possédé le titre à un moment donné et ont tous profité de cet avantage. Mais après que Brock Lesnar ait vaincu The Rock pour le titre à SummerSlam 2002, la WWE a pris une décision stratégique. Celle de rendre le titre exclusif à SmackDown, laissant donc Raw sans titre mondial. Nous avons d'abord pris la décision d'avoir deux champions différents, nous en avions besoin. Si nous avions deux rosters différents, deux rosters qui étaient en compétition, alors nous avions besoin de deux champions différents. Alors est venue la conversation suivante. Quel sera ce nouveau championnat ? Ce ne sera pas le World Championship. Qu'est-ce que ce sera ? Finalement, nous avons décidé de ramener la notion de titre mondial, World Title. Cela avait une grande signification. C'est donc le 2 septembre 2002 que Eric Bischoff a introduit le tout nouveau titre mondial de Raw, intitulé le World Heavyweight Championship. Lors de cette introduction, il a couronné Triple H comme la toute première personne à posséder ce prestigieux titre. La storyline la plus remarquable de Eric Bischoff est arrivée en novembre 2002, lorsqu'il a présenté à l'univers de la WWE l'Elimination Chamber, un match qui combine les particularités du Royal Rumble, des Survivor Series et des War Games. Plusieurs noms avaient été évoqués pour cette stipulation avant l'Elimination Chamber, en voici quelques-uns. Steel Raw, Torture Chamber, Danger Zone, The Gauntlet, Panic Room, Hell's Gate. Pour moi, l'histoire d'un championnat, c'est une grande chose. Quand vous regardez derrière nous, vous voyez des grands noms comme Harley Race, Dusty Rhodes, Ric Flair. Ils sont tous sur cette liste de champions, ce sont des grands noms de ce business. Quand vous remportez un championnat, cela intègre votre nom sur cette liste, une petite liste qui contient les plus grands noms de ce business. Pour l'univers de la WWE, la brand extension a créé de nombreuses nouvelles expériences en termes de visionnage. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cela a eu un énorme impact sur la stratégie de l'entreprise et la manière de produire les shows. D'un point de vue commercial, cela nous a offert l'opportunité de réaliser des tournées avec les deux rosters séparés. Cela nous a ouvert un marché international et nous a permis de partir sur des tournées plus longues. Avant la brand extension, toutes les superstars devaient être revenues à temps pour les enregistrements de SmackDown. Maintenant, nous ne sommes plus seulement un roster en tournée, mais deux rosters en tournée. D'un point de vue commercial, cela a vraiment du sens. Le nombre d'événements non télévisés aux États-Unis et au Canada est passé de 200 à 350 par an après la brand extension. Et à la fin de la première année de la brand extension, la WWE a visité de nombreux pays comme le Japon, la Malaisie, l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Australie, ce qui n'aurait jamais été possible avec un seul et unique roster. A l'époque, chaque roster avait aussi ses propres pay-per-view. Backlash, Vengeance, Unforgiven, Taboo Tuesday, New Year's Revolution étaient des événements de Raw, tandis que Judgment Day, The Great American Bash, No Mercy, Armageddon, No Way Out étaient des pay-per-view de SmackDown. Les pay-per-view du Big Four avaient la particularité d'accueillir les superstars des deux rosters. Pour ces raisons, le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et les Survivor Series étaient les pay-per-view les plus attendus par les fans. La brand extension est un concept dont Vince est à l'origine.
Les gens étaient en désaccord total avec lui et 1 ou 2 ans avant, ils étaient persuadés que cela n'allait pas marcher. Mais Vince est resté sur son point de vue et il a dit que ce serait l'un des plus grands changements de l'histoire de la WWE. La brand extension a aussi impacté les employés de la WWE. Les employés travaillant au quartier général de la WWE dans différents départements ont été divisés en sous-départements de Raw ou SmackDown. Cela a été valable aussi bien pour l'équipe rédactionnelle du WWE Magazine que pour les responsables de publication sur WWE.com ou encore pour l'équipe créative. Il y avait vraiment de la compétition entre les deux équipes créatives. Quand Paul Heyman était le chef de l'équipe créative de SmackDown, il avait rejoint et écouté une conférence téléphonique entre les membres de l'équipe créative de Raw. Mais lorsqu'il a raccroché, un membre du staff a reçu une notification. Nous avons donc établi une liste des personnes qui étaient censées y participer et c'est à ce moment-là que nous sommes remontés au téléphone portable de Paul Heyman qui n'était pas censé être là. Il a toujours nié que c'était lui. Il nous a toujours dit que quelqu'un avait volé son téléphone. Je lui ai dit, Paul, la personne savait donc comment rejoindre la conférence et avait le mot de passe pour le faire? Et il m'a répondu, eh bah oui, je ne peux pas en être sûr, c'est étrange. Ce concept de brand extension a disparu en 2011 lorsque le Raw Super Show a été créé, permettant aux superstars de SmackDown de venir à Raw. Ce n'est qu'en 2016 que la brand extension fera son retour après une annonce sur les réseaux sociaux. C'est lors du premier SmackDown diffusé en direct sur USA Network le 19 juillet 2016 que la séparation du roster a eu lieu. Ce fut la première fois qu'une draft avait lieu à SmackDown, elle avait auparavant lieu à Raw. Le concept est toujours d'actualité aujourd'hui, à l'exception des pay-per-view exclusifs à Raw et SmackDown qui n'existent plus. Désormais, tous les pay-per-view accueillent les superstars de chaque roster. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur la brand extension, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Un grand merci à vous de l'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes, on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.